des seuls projets qui va permettre de faire cette transition entre le monde professionnel dans lequel on est et puis l'entrepreneuriat. Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous voir aussi nombreux et de vous retrouver pour les visages familiers de ceux de l'année dernière. Nos fidèles, merci à tous. Pour les nouveaux, c'est toujours un plaisir de vous accueillir également avec du coup le mandat 2016. Donc ce soir, première conférence de l'année avec monsieur Arnaud Maigre. Et maintenant, je vais passer donc au discours introductif. Dans le nord de la France, une foule de 30 000 âmes se presse dans un amphithéâtre moderne. À l'intérieur, c'est l'effervescence, banderoles rouges, mégaphones hurlants, les corps compressés les uns contre les autres, les cheveux humidifiés par la moiteur des dizaines de milliers de corps transis dans la salle. Soudain, la pression éclate. L'homme politique arrive sur la scène. 2 écrans au-dessus de lui s'installent. Un à gauche, un à droite. Un film commence. C'est une succession d'images commentées par une voix féminine. Une caricature d'un homme ventru, aussi démodé que le chapeau melon duquel il est affublé, apparaît. La voix tonne. « Le capitalisme, c'est le mal !» Approbation vociférante de la foule. Quelques-uns s'enrichissent en nous volant notre travail. Et ainsi continue cette scène pendant plus de 10 minutes. Ainsi, le ton est donné. Le capitalisme est mauvais, l'enrichissement est mesquin. Honni soit celui qui veut s'enrichir. Vision dépassée, me diriez-vous? Pourtant, ce moment que je vous partage, cette haine étalée au grand jour des richesses, du capitalisme, je l'ai vu. Non pas dans les livres de Zola, les écrits de Jules Goès ou encore ceux d'Aragon, mais en 2012. Lors d'un meeting présidentiel d'un homme dont je tairai le nom, en vous donnant toutefois un indice, car M. Arnaud Maigre, il était assis sur cette même chaise cette année. Certes, on peut penser que ce discours est purement politique, et que consubstantiel à la nature, la politique a toujours donné au peuple la possibilité de moudre le grain de ses frustrations diffuses en un pain qui semble solide et qu'on peut trancher aisément. Alors oui, on peut se laisser dire que cette logorée appartient à une frange minoritaire de la société et que la société française est somme toute plus raisonnable, moins idéologiquement braquée. Mais monsieur Arnaud Maigre, votre présence et votre livre montrent qu'il n'en est rien et que ce désamour entre les Français, la richesse et le capitalisme est encore bien présent et que c'est peut-être là où réside son exception culturelle. Car monsieur Arnaud Maigre, voilà la raison qui vous a amené à écrire votre plaidoyer pour l'entrepreneur. Non, l'homme n'est pas qu'un simple homo economicus, mu exclusivement par l'intérêt et la rationalité économique, mais en lui réside également une empathie naturelle qui le pousse à s'intéresser au sort de ses semblables, qui s'explique aussi bien, comme vous le montrez dans votre livre, par la neurologie que par l'expérience simple que nous pouvons tous faire au quotidien. L'homme est en réalité, et vous allez nous le redémontrer ce soir, donc non pas seulement un homo economicus, mais également un homo economicus sentimentaliste, empreint de sensations et de compassion pour ses prochains. C'est-à-dire un homme certes motivé par ses intérêts économiques, mais qui n'est pas pour autant dénué du souci des autres et de la société. Et cela change tout. Car, monsieur Maigre, si les entrepreneurs ne sont plus seulement des hommes véreux, si souvent caricaturés, alors ils deviennent non plus ceux qui divisent la société pour engranger le maximum de richesses, mais participent précisément à l'harmonie de celle-ci. Et là voilà, la thèse de votre livre. Les entrepreneurs ne sont pas des profiteurs de la société, mais les moteurs. Grâce à la nature d'homo economicus sentimentaliste, ils sont le lien entre la richesse et le spirituel, entre le valéré et le reg, étymologie du mot richesse, issu de l'indo-européen. Merci donc beaucoup, monsieur Arnaud Maigre. Vous-même entrepreneur, je vous laisse maintenant ma place afin que vous nous expliquiez plus en détail vos convictions et vos propositions. Merci de m'accueillir, merci de m'écouter. Quand on m'a proposé de faire cette conférence, je me suis posé la question du thème. Est-ce que j'allais finalement débiter mon bouquin « Un plaidoyer pour l'entrepreneur » ou est-ce que j'allais trouver une thématique plus en phase avec les étudiants? Et ça m'a obligé à me rappeler
ce que je pensais, en fait, ce qui étaient mes préoccupations quand j'avais votre âge. Et je me suis revu à votre âge avec un sentiment mitigé pour l'entreprise. C'était quelque chose qui n'appartenait pas à ma culture. Je n'avais pas vraiment envie, à 20 ans, 21 ans, de m'engager dans le monde de l'entreprise. Parce que je voyais le monde de l'entreprise comme quelque chose de finalement assez froid, assez tourné vers effectivement l'argent, et je m'y sentais mal à l'aise. Et je crois peut-être parmi vous, il y a des gens, il y a du monde ce soir, j'en suis content, qui se posent des questions sur l'engagement dans le monde de l'entreprise. Moi, c'était une question qui me tenait beaucoup à cœur quand j'étais jeune, et je ne voyais pas, je voulais donner du sens à mon engagement professionnel, et j'avais des doutes sur l'engagement dans le monde de l'entreprise. Ça me préoccupait beaucoup. Et finalement, je me suis aperçu, en préparant cette conférence, que la motivation de mon bouquin, c'était une réponse à cette question de jeunesse. Ce plaidoyer pour l'entrepreneur, c'était aussi cette question qui me taraudait quand j'étais jeune. Voilà, donc pourquoi finalement s'engager dans l'entreprise si le monde de l'entreprise ne correspond pas à vos aspirations profondes? Donc c'est le thème que je vous propose ce soir, c'est de traiter de l'engagement dans l'entreprise au risque de l'éthique. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un risque à s'engager dans l'entreprise? Alors, on peut considérer quand même que dans notre société, on a une image assez noire de l'économie. On a des chiffres, par exemple, 41% des Français considèrent que le marché, c'est une économie viciée. Les Anglais sont 19% à penser ça, les Américains sont 16%, et les Allemands sont 9%. Donc on a un vrai problème de culture. On projette sur le monde économique, sur le monde de l'entreprise, des représentations mentales qui viennent de très loin. On va essayer de démonter un petit peu ça, et qui font que moi, jeune étudiant, c'est un monde qui ne me plaisait pas beaucoup. Il y a un auteur, homme d'entreprise, Jean-Pierre Lévard, qui a écrit un bouquin l'an dernier qui s'appelle la névrose, les Français, leur névrose à propos de l'économie. Je crois effectivement qu'on a un petit comportement névrotique. On accepte le monde de l'entreprise parce qu'il faut bien vivre. Tout le monde travaille dans l'entreprise, enfin beaucoup de gens. Mais en même temps, les valeurs de l'entreprise ne sont pas forcément très clairement acceptées. Donc c'est ça que je vais essayer de défricher ce soir avec vous. Alors tout à l'heure, vous avez fait référence au mot « valeur ». Donc ce que je vous propose, c'est de partir effectivement de ce mot « valeur », qui est un mot qu'on utilise couramment dans le monde des affaires. On valorise les entreprises, on est là pour créer de la valeur. Et c'est un mot qui finalement est un mot Janus. Il a deux sens. Comme Janus, il a deux têtes. Le mot « valeur », c'est donc l'origine latine de « valeur », c'est valere. Donc ça correspond à la force de vie, c'est que les valeurs, on est mu par les valeurs, donc on est dans le domaine spirituel. Et puis valeur, très curieusement, il a aussi un sens matériel. Donc effectivement, l'origine indo-européenne, c'est règle, la richesse, ça veut dire puissance créatrice. Donc on a à la fois la force de vie et la puissance créatrice qui s'expriment dans le mot valeur. Ça m'a paru intéressant de creuser à partir de cette idée de réconciliation. Finalement, l'économie, c'est le lieu de la valeur où on va retrouver ces deux sens. Et donc, ça m'a paru intéressant de creuser cette question. Et la question, finalement, que je me posais, moi, quand j'étais étudiant, c'était finalement, sans que ça soit très clair dans mon esprit, c'était finalement comment est-ce que je peux réconcilier le monde des valeurs, les valeurs que j'ai, qui sont inspirées par mon éthique personnelle, et puis les valeurs matérielles qui sont produites par l'entreprise. Donc c'est ça ma question, je dirais, d'origine, que je vous propose de creuser. Alors si on veut aller un petit peu plus loin, je pense qu'il y a vraiment deux idées fausses qui circulent dans nos esprits de représentation. Il y en a une première qui concerne la notion d'intérêt. Je crois qu'on se trompe beaucoup sur l'intérêt. Alors, tout à l'heure, Louis a évoqué l'intérêt economicus, l'homo economicus qui est aussi sentimentaliste. Donc l'homo economicus, c'est vraiment c'est l'homme qui est porté par ses intérêts. Et puis la deuxième idée que je voudrais aussi décortiquer, qui me paraît fondamentale, c'est la création de richesses. Je crois que beaucoup de gens ne comprennent pas comment se créent les richesses dans notre pays. C'est quelque chose qui n'appartient pas à notre culture.
et on a beaucoup d'idées toutes faites là-dessus. Donc je voudrais revenir principalement sur ces deux notions. Alors, l'intérêt égoïste de l'homo economicus, c'est quelque chose qu'on voit de façon négative. Un homo économique, c'est quelqu'un qui cherche son intérêt personnel au détriment de l'intérêt des autres. Mais si on regarde un petit peu l'histoire, on s'aperçoit que c'est pas du tout comme ça que pensaient nos ancêtres. Les philosophes du XVIIIe siècle ne voyaient pas du tout l'intérêt de la même façon. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Vous avez tous entendu l'expression de Montesquieu, le doux commerce. Le commerce, donc, c'est la recherche de l'intérêt, et finalement, il y a un effet pacificateur. Et les philosophes du XVIIIe siècle étaient fortement inspirés par cette idée. Parce qu'il faut se remettre un petit peu en arrière. Qu'est-ce qui se passait donc, à cette époque? On sortait finalement d'un monde qui tenait par la morale religieuse. L'Europe s'était déchirée dans les guerres de religion. Et finalement, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on commence à réfléchir, on se dit, avec une bourgeoisie naissante, c'est pas la morale religieuse qui va nous permettre de vivre ensemble, mais c'est peut-être une passion douce qui s'appelle l'intérêt. Donc les philosophes vont réfléchir à cette notion, alors d'abord de passion, et ils vont finalement dégager une pépite qui va être l'intérêt économique pour la recherche économique, et eux vont y voir exactement l'inverse de ce qu'on y voit. Nous, on y voit la recherche de l'égoïsme. Eux, ils voient tout à fait les choses différemment. Ils se disent, mais finalement, cette passion douce, elle est pacificatrice. Parce que qu'est-ce qu'on vit? Eh bien, dans le domaine économique de l'époque, comment est-ce qu'on s'enrichit? Par la violence, par la proximité avec le pouvoir politique. Et donc, finalement, cet intérêt, il a beaucoup d'intérêt. Et il y en a un qui fait, en quelque sorte, la synthèse. C'est Adam Smith, que vous connaissez, qui est le père finalement de la politique économique et qui va donner à cet intérêt une conjonction et va trouver l'idée de la main invisible. Eh bien, c'est par la réunion des intérêts particuliers que la société va trouver son équilibre. Et ça représente un progrès énorme pour eux parce que, donc, à cette époque, qu'est-ce que c'est? C'est le pouvoir du roi qui régit, de l'Église, qui va régir les différentes passions et qui va essayer de faire le vivre ensemble de l'époque. Donc là, on a une espèce de vivre ensemble qui va se créer par la rencontre des intérêts. Et les philosophes des Lumières s'intéressent beaucoup à ça. On voit dans les réflexions que la passion, les comportements humains commencent à être étudiés de près. On a aussi un philosophe qui est connu, David Hume, qui écrit un essai sur l'entendement humain, la raison, et qui finalement se pose la question de ce qui nous meut, finalement, qu'est-ce qui fait qu'on réfléchit. Et son idée, c'est que tout part des sens. Donc ce sont les sens qui vont nous donner, qui vont nous aider à créer nos idées. La base se veut scientifique et tout part des sens. Et cette idée, elle est reprise un siècle plus tard par Jeremy Bentham qui va, lui, conceptualiser ça et qui va dire, finalement, l'essence, l'homme réagit par la notion de plaisir, déplaisir. Je ne sais pas si vous voyez où je commence à vous diriger. Donc, finalement, les comportements humains sont régis par l'essence et par le plaisir, le déplaisir. Et il y a donc un philosophe qui vient après, qui s'appelle John Stuart Mill, et qui arrive... Là, on est plus dans l'économie que vous connaissez, donc qui va traduire ça en utilité. Donc, on va mesurer les utilités, et ça part de cette réflexion. Et tout ça va vous faire beaucoup souffrir, parce qu'après, il va y avoir un peu de mathématiques là-dessus, et ça va donner naissance à la microéconomie. Et on va faire des calculs d'utilité qui vont vous faire souffrir pour, je dirais, calculer les utilités. Voilà. Donc, tout ça, ça vient de là. Ça part d'une réflexion sur ce qui meut les hommes, donc l'intérêt économique, le fameux intérêt economicus. Voilà, donc, et à l'époque, cet intérêt est considéré comme une libération. Il y a un philosophe qui va effectivement considérer que Max Weber considère que l'intérêt va, par le biais de la rencontre sur le marché, va libérer l'homme. Et on a même
on est tellement, je dirais, séduit par cette idée d'intérêt qui se rencontre sur un marché que vous avez au XIXe siècle un grand fondateur de commerce, Aristide Boucicaut, qui crée le bon marché en plein milieu de Paris. Qui est-ce qui aujourd'hui, qui fait du marketing, va lancer l'idée d'un bon marché? Ce n'est pas une idée formidable pour le marketing, hein. Voilà. Donc, si vous voulez, alors qu'à cette époque, on considérait que c'était une idée, je dirais, libératrice. Le marché libérait et la rencontre des intérêts pacifiait la société. Vous voyez comme on est loin de ces représentations mentales. C'est quelque chose qui est vraiment derrière nous. On a du mal à imaginer ça. Et pour nous, l'intérêt, c'est quelque chose de matériel. Le monde économique, c'est un monde matériel et qui n'a qu'une vocation matérielle. Mais ça n'a pas été pensé comme ça au démarrage. Peut-être certains le savent. Bien, donc, Adam Smith, avant d'écrire La richesse des nations, a écrit un traité de théologie sur la recherche d'une théorie sur les sentiments moraux. Donc on est dans une réflexion économique qui est liée. Donc on lie la réflexion sur l'équilibre de la société, l'harmonie sociale et la rencontre des intérêts économiques. Et aujourd'hui, cette idée-là a complètement disparu de notre horizon. Donc il faut peut-être revenir effectivement à cette réconciliation des valeurs. Alors, il y avait aussi dans les sociétés, je dirais, anciennes, ce qu'on a un petit peu oublié. On parle de la jungle du marché. Personne ne veut donner son cœur au capitalisme ou à la jungle du marché, mais il faut bien vous rendre compte qu'avant, les sociétés étaient extrêmement violentes. Qu'est-ce qu'on faisait même le bon sauvage de Rousseau, il vivait dans une société de chasseurs-cueilleurs. Je ne sais pas si vous avez lu ce bouquin-là qui est sorti d'un Américain qui n'a pas été traduit en français. J'ai oublié le titre. Et on s'aperçoit, ils ont fait des études, on s'aperçoit que dans les sociétés de cueilleurs-chasseurs, l'économie, la recherche de la richesse pour survivre, c'était des morts. Quand les clans se rencontraient, c'était la lutte. Et on a des statistiques, on sait que les sociétés de chasseurs-cueilleurs, du bon sauvage, c'était 500 morts par homicide sur 100 000 personnes. On en est rendu dans nos sociétés à 1 ou 0,5 pour 100 000. Donc vous voyez, on a une vision très négative de notre société, toujours pessimiste. Mais d'où est-ce qu'on vient ? Qu'est-ce qui s'est passé avant nous ? On est dans une société éminemment pacifiée, éminemment riche, qui a trouvé, par la rencontre des intérêts sur le marché, un élément pacificateur. Alors certes, l'intérêt peut conduire à des dysfonctionnements. Il y a des espèces de maladies du marché. Moi, j'appelle ça une espèce de schizophrénie. On peut par excès de confiance, il y a des bulles qui se produisent, les marchés sont déséquilibrés. Certes, c'est vrai. On peut aussi mettre du marché partout. C'est un petit peu, moi j'appelle ça du bipolarisme, c'est-à-dire qu'on est tellement enthousiasme sur le marché qu'on peut mettre de l'argent partout dans toutes les relations humaines et ça corrompt les relations. Mais même si ça existe, aujourd'hui, ce que je vous inviterais à regarder, c'est regarder les choses différemment. Donc évidemment, quand vous vous engagez dans l'entreprise, c'est un acteur de l'économie, c'est un acteur qui va échanger des biens sur un marché et fondamentalement, le marché est une organisation qui est bonne et pacificatrice. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas besoin d'être régulée, mais le mécanisme de marché est un bon mécanisme. Voilà, donc je voulais faire un petit plaidoyer, non pas pour l'entrepreneur, mais pour le marché, pour remettre les idées un peu au clair à ce sujet. Et puis quand on y réfléchit, finalement, c'est vrai que le marché, c'est un lieu où on va objectiver ses intérêts. Quand on voulait être riche, qu'est-ce qu'on faisait autrefois ? On utilisait la violence. C'était la razzia, c'était la guerre de conquête, c'était les empires. Donc la richesse ne se crée très peu. Donc on s'enrichissait par la violence. Le marché, c'est le lieu où on va objectiver, on sort du subjectif, on objective ses biens, ce que l'on veut, et on va le proposer sur un marché par un échange. Donc le marché est un outil culturel. Le marché, ce n'est pas un ordre spontané. Le marché n'est pas... Il y a un bouquin qui est sorti sur le marché qui explique très bien qu'un marché, c'est une construction humaine culturelle. C'est pas quelque chose qui est... Les marchés qui marchent bien sont régulés. Les marchés, ce sont des lieux où la sécurité entre en jeu. Donc le marché est une construction culturelle. Et en France, on aime bien la culture. On croit qu'on se corrompt par
la richesse par le marché, et on aime bien la culture. Mais on a oublié, on ne comprend pas que le marché est un objet culturel. Donc c'est quelque chose, c'est une construction, et on voit bien que dans les sociétés où il n'y a pas de pacification, ou des sociétés violentes, eh bien, l'économie ne se développe pas parce que les marchés ne peuvent pas s'épanouir. Deuxième idée, la création de richesse. Là, je crois que c'est pareil. Nos 41% de Français qui pensent que l'économie est viciée pensent aussi que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors ça, c'est une idée qui nous vient évidemment du marxisme. Et je vous propose, un petit peu comme pour l'intérêt, de refaire un petit tour en arrière. Qu'est-ce qui se passait? Comment est-ce que les hommes, comment est-ce que les philosophes ont réfléchi à la notion de création de richesse? C'est assez instructeur. Alors, on va dire les premiers qui ont vraiment réfléchi à ça, c'est les mercantilistes, le courant mercantiliste qui a eu plusieurs formes et qui, en gros, considérait que c'est l'accumulation d'argent, c'est la monnaie qui fait qu'un pays est riche. Et on a une société qui s'est engagée entièrement dans cette voie-là, c'est l'Espagne du XVIe siècle qui a considéré qu'il fallait aller à la conquête de Cipango, enfin au-delà des mers, on avait conquis l'Amérique du Sud, les Amériques, et la richesse était dans les Amériques. On allait s'enrichir par la monnaie. On a fait venir de l'or, et l'Espagne est restée pauvre. L'Espagne ne s'est pas développée. Et qu'est-ce qui a réussi? Ce sont les personnes des Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas qui ont commencé à se développer, qui étaient propriété, possession de l'Empire espagnol. Et l'Espagne, avec la monnaie, n'a été nulle part. Donc, le courant qui a succédé, ça nous fait penser un petit peu aux politiques monétaires, mais la richesse réelle ne vient pas de la monnaie. Ça peut jouer un rôle dans les équilibres économiques, mais ce n'est pas en créant de la monnaie qu'on devient riche. Les Espagnols l'ont testé, ça n'a rien donné. Après, on s'est posé d'autres questions. On s'est dit, mais non, c'est un autre courant qui s'appelle le courant physiocrate, qui se dit, finalement, la richesse, ouais, ça ne marche pas très bien en Espagne. Ils ont beau aller conquérir des terres avec de l'or, ça ne donne rien. Donc, c'est la nature. La richesse, elle est où? Eh bien, elle est dans les champs, elle est dans les agriculteurs, elle est là, autour de nous. C'est la richesse agricole. Donc, plus un pays a des terres, plus il est riche. C'est ça, la richesse. Et donc, les physiocrates n'ont pas vu la révolution qui arrivait, qui partait des Pays-Bas et qui a traversé la Tamise pour aller en Angleterre, où la richesse venait non pas de la nature, mais venait de l'industrie. La richesse venait de l'industrie. Et il a fallu du temps aux penseurs pour, je dirais, comprendre ça. Le premier, peut-être, qu'il a compris, mais j'ai envie de dire de travers, c'est Marx, qui est vraiment le philosophe, le penseur, le prophète, et qui va décortiquer cette richesse qui vient des usines. Et donc, sa thèse, vous la connaissez, c'est de dire que c'est l'exploitation de l'homme par l'homme. La richesse vient de la plus-value qui est prise sur le travail des salariés. Et ça, c'est quelque chose qui est très prégnant dans notre esprit. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas les riches. Si je suis un riche entrepreneur, c'est que j'ai quand même dû prendre un peu d'argent à quelqu'un. Je l'ai pris sur le dos de quelqu'un, parce que j'ai une compréhension de la richesse qui est celle-ci, fondamentalement. Mais si Google est riche, c'est parce qu'ils ont pompé leurs salariés? Non, ça ne tient pas debout. Si Google est riche, c'est parce qu'ils ont créé quelque chose qui a énormément de valeur pour leurs clients. Donc la richesse ne vient pas du prélèvement qui est fait sur les salariés. Et pourtant, ça a alimenté la réflexion, et je peux vous dire que ça alimente encore la réflexion politique d'aujourd'hui. On pense que la richesse vient du prélèvement qui est fait sur les salariés. Et donc, si c'est fait sur les salariés, ils n'ont plus d'argent, il y en a qui en ont beaucoup, et tout ça, ça conduit à quoi? Un déséquilibre économique, les puissances d'argent se cassent la figure, et on est toujours dans l'instabilité. Et cette réflexion, elle a été tellement prégnante dans le débat économique, elle a été tellement forte que les économistes de l'autre bord, si je puis dire, se sont posé une question, mais non, il n'y a pas de déséquilibre, il y a un équilibre. Et là, on reprend notre fameux utilitarisme, et c'est Léon Walras qui, le premier, avec les mathématiques, essaye de trouver un équilibre entre tous ces intérêts et va démontrer qu'il y a un équilibre économique. Et du coup, me semble-t-il, on ne se pose plus la question de la création de richesse. On est dans la recherche de l'équilibre. Alors, est-ce que l'équilibre vient du marché?
Est-ce qui vient de la politique économique? C'est tout le débat qui est au XIXe siècle entre deux grands économistes, Keynes et Hayek. Hayek est aussi un philosophe. Voilà, donc on se pose beaucoup en économie la question de l'économie, de l'équilibre économique. Mais je trouve que la question de la création de richesse n'est pas quelque chose qui est vraiment creusé. Et on doit comprendre ça, parce que si on ne sait pas d'où vient la richesse, eh bien, toute notre compréhension, toute la politique, tout ce qu'on peut imaginer, on passe à côté. Alors, d'où vient la richesse? On pourrait dire, comme les physiocrates, la richesse, elle vient des entreprises. Ce sont les entreprises qui créent la richesse. Ah oui, mais pourquoi les entreprises créent des richesses? On va dire parce qu'elles ont des clients qui sont prêts à acheter leurs biens et leurs services. OK. Et pourquoi est-ce que les clients ont de l'argent? On va dire parce qu'ils sont riches. Ça, c'est la loi de Say. Je ne sais pas si vous avez appris ça. Donc, finalement, l'offre retrouve sa propre demande. Alors, c'est un raisonnement un peu tautologique qui n'est pas totalement satisfaisant du point de vue intellectuel. Donc, oui, la richesse se crée parce que de la richesse en face. Non, mais d'où vient la richesse? Comment se fait-il que certaines sociétés se développent et pas d'autres? Pourquoi certaines arrivent à créer de la richesse et pas d'autres? C'est une question difficile. Et quand on pose la question du développement économique, les avis ne sont pas du tout unanimes là-dessus. Je crois que la richesse, alors quand on est chef d'entreprise, finalement, on le vit tous les jours. Pourquoi est-ce que ma boîte va se développer? Parce que j'ai un groupe, on fait des crèches. Des crèches pour les enfants et on fait de l'aide à domicile et on fait des villages seniors. En permanence, je me pose la question de proposer un service innovant et de proposer des services qui sont moins chers. Autrement dit, j'essaye de faire plus avec moins de capitaux, moins d'investissements. Et si j'arrive à faire plus avec moins, je crée de la richesse. C'est ça qui est difficile à comprendre, c'est que la richesse ne vient pas de la monnaie. La richesse, elle vient du fait qu'il y a des entrepreneurs qui vont saisir des innovations, qui vont les mettre en musique et qui vont arriver à faire plus de services avec moins. Si Google est très riche, c'est qu'ils ont une prestation de service qui est absolument géniale. C'est que les entreprises comme moi, on n'a plus besoin d'avoir des budgets de publicité énormes. On va acheter du référencement sur Google et donc ça va nous permettre de faire plus avec moins. C'est aussi simple que ça. Si on fait plus avec moins, on crée de la richesse. Alors, c'est un concept, on va dire, la richesse, c'est matériel. Et en fait, là, on a un concept, on va dire, abstrait et négatif. Faire plus avec moins, c'est abstrait, c'est négatif. C'est difficile à saisir. Et puis, il y a un autre gros problème, c'est que quand je fais plus avec moins, je détruis. Je crée et je détruis. C'est ce que disait Schumpeter. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression, souvent on retrouve ça dans la presse, de destruction-création. Alors moi, je ne suis pas d'accord avec cette expression. Ce n'est pas destruction-création, c'est création-destruction. C'est parce qu'il y a des acteurs qui créent, des entreprises qui créent des services moins chers qu'effectivement, il y a des services à côté qui ne vont pas pouvoir tenir et qui vont être détruits. Donc, l'économie, ce n'est pas un équilibre économique permanent, on est toujours dans l'instabilité. Donc, on est toujours dans l'instabilité, mais il faut l'accepter. Parce que ce mouvement de création de richesse, c'est ça qui fait que vous pouvez vous payer des études, alors que peut-être vos grands-parents n'avaient pas les moyens d'aller dans une école de commerce. C'est ça qui fait que toute la société s'enrichit. Donc, ce processus, il faut l'accepter. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des perdants. Il y a des gens qui, quand on voit bien, par exemple, là, il y a eu la crise avec Lactalis, donc les producteurs de lait, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas parce que toujours les Pays-Bas, ils sont toujours là, les Pays-Bas, ils ont des fermes avec des étables automatiques et on met les vaches et c'est très... Voilà, et donc on arrive à baisser le coût. Ça, c'est la loi de l'économie et ça pose un problème effectivement éthique. Donc on peut... comment est-ce qu'on fait pour réagir à ça? Donc le monde de l'économie n'est pas tout rose, mais le monde de l'économie, la création de richesse est un bon processus qui profite à tout le monde. Et quand on est dans une entreprise, c'est enthousiasmant de pouvoir apporter des richesses à la société, de créer de l'activité. Parce que quand on produit, quand on fait plus avec moins, eh bien le différentiel, si vous pouvez vous payer
Si vous pouvez vous payer, je ne sais pas, des voyages grâce à EasyJet, vous pouvez partir en vacances, et bien, au lieu d'avoir un budget de 2 000 € de voyage, vous avez un budget de 500 € et vous allez faire le tour du monde. C'est génial. Et les 1 500 € que vous avez économisés, vous allez les mettre ailleurs. Donc l'économie, l'argent, c'est la loi de Say, l'argent qui a été économisé par l'innovation, eh bien, il n'est pas perdu. Il va aller se recycler dans le circuit économique par de multiples canaux qu'on ne voit pas. Et c'est ça qui est difficile à comprendre, parce que, comme disait un économiste, Bastiat, donc, du 19e siècle, il y a ce qu'on voit en économie, il y a une seule leçon, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la destruction, mais ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a de l'argent qui part par de multiples canaux et qui irrigue la société. Donc, comment est-ce qu'on s'en sort? Eh bien, le rôle des entrepreneurs, le rôle des entreprises, c'est d'innover, c'est de créer de la richesse et de faire en sorte que dans leur entreprise, ça se passe bien. C'est aux politiques de faire que la régulation se passe bien, que ceux qui sont, je dirais, victimes de la destruction de leur offre, eh bien, puissent s'adapter. Mais aussi, il faut qu'il y ait une prise de conscience qu'il faut en permanence s'adapter. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui nous fait mal avec la mondialisation. Parce qu'on était dans notre petit pays France, et puis là, ça s'élargit, et ça devient de plus en plus dur. Mais ça veut dire qu'il faut aussi, en plus s'adapter. Et il ne faut pas refuser ça. Parce que ça ne mène à rien. Quand je vois, j'étais il y a 2 ans devant la bourse de Lille, je ne sais pas si vous connaissez Lille, il y a une bourse, et il y a marqué une citation belliqueuse, il faut défendre le travail. C'était la idéologie du XXe siècle. Il ne reste plus rien. Ça ne sert à rien de défendre le travail. Il faut créer de la richesse. Et c'est comme ça qu'on va créer du travail. Voilà, donc ce que je voulais dire sur la création de richesse, c'est à peu près ça. Donc effectivement, ça a des conséquences, il y a une certaine violence qui est là. Et nous, chefs d'entreprise, eh bien, on a notre rôle à jouer pour que les choses se passent correctement. Ben, demain, vous serez peut-être des RH, eh bien, il faudra aménager, il y aura peut-être des licenciements, il y aura peut-être des réaffectations, il faudra les aménager, ça sera difficile. Quand on est dans des sociétés qui marchent bien, ça va, tout va bien. Quand on est dans des sociétés qui sont en difficulté, c'est plus compliqué et ça peut mettre en jeu notre éthique. C'est vrai, c'est dur. Donc c'est difficile, mais c'est un tout. Et notre participation à la création de richesse, il faut accepter d'avoir une place dans la société et d'autres ont d'autres places. Il y a des choses à faire. Et on a des sociétés nordiques qui se débrouillent pas si mal que ça. Donc quand les choses fonctionnent bien, il n'y a pas de chômage et il y a de la flexibilité, les gens sont rémunérés quand ça change. Donc c'est vraiment ça sur lequel il faut travailler en France. Alors, ce que je voulais pour conclure, je ne sais pas le temps, j'ai pas regardé. Ce que je voulais vous lire peut-être, j'aime beaucoup, j'ai un peu fait sous un autre angle un petit commentaire du serment d'Harvard. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Donc c'est un jeune étudiant qui en 2008, donc on est au moment de la crise financière. C'est l'affaire Madoff, c'est l'affaire Lehman Brothers, tout se casse la figure. Les marchés sont ébranlés et donc là il y a une vraie perte de confiance. Et cet étudiant d'Harvard, qui s'appelle Max Anderson, décide de faire un serment pour essayer de trouver, justement, on voit cette inspiration des jeunes, il se dit, je m'engage dans une entreprise, je vais être dirigeant d'une grosse boîte, je veux vraiment que l'éthique soit présente dans tout ce que je vais faire. Alors je vais juste vous lire l'introduction, et puis je vous laisserai éventuellement lire la suite si vous voulez aller plus loin dans mon livre. Le serment d'Harvard. En tant que manager, mon but est de servir le bien commun, en rassemblant les gens et les ressources ensemble pour créer de la valeur, on retrouve ce mot valeur, que nul ne peut à lui seul créer. C'est pourquoi je me suis engagé dans cet enseignement qui augmente la valeur que mon entreprise peut créer pour la société sur le long terme. Je reconnais que mes décisions peuvent avoir de lourdes conséquences, c'est ce qu'on disait, qui peuvent affecter le bien-être des individus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de mon entreprise, aujourd'hui et dans l'avenir. Comme j'aurai à concilier des intérêts différents, on retrouve cette idée d'intérêt, des différentes parties prenantes, je serai confronté à des choix qui ne seront pas faciles pour moi et pour les autres. Donc, je vous laisse aller plus loin avec ce serment. Moi, ce que j'en retire, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, qui est obligé de tout le temps s'adapter, de faire des compromis et de faire en sorte que les gens soient bien à la place dans leur entreprise, je crois qu'il faut y aller un petit peu comme l'esprit de ce serment.
Il faut être dans l'entreprise il faut avoir le sens des responsabilités, il faut avoir le sens des gens, il faut être bienveillant avec les gens, avec les salariés. Et même si vous êtes responsable d'une équipe, il faut être bienveillant. Ce qui est le plus dur dans l'entreprise, franchement, c'est les conflits humains. C'est ce qui est le plus difficile à gérer. Et c'est ce qui est le plus, je dirais, frustrant. On aime bien notre métier. C'est sympa de créer des entreprises, c'est sympa de se développer. J'ai vu qu'il y avait sur les Champs-Élysées cette semaine 700 chefs d'entreprise qui avaient défilé sur les Champs-Élysées en mobilette, en bleu. C'est des Vendéens d'ailleurs, c'est des gens de l'Ouest, pour dire que finalement l'entreprise c'était un endroit où on pouvait bien vivre, on pouvait être joyeux. C'est vrai qu'on peut être bien dans l'entreprise, mais il y a des conflits à gérer, donc il faut de la bienveillance, il faut de la responsabilité, comme cet étudiant d'Harvard déroule ensuite dans son argumentaire. Et puis, voilà, pour conclure, je crois qu'en matière d'éthique, je dirais, en entreprise, j'ai envie de dire, il y a 3 personnages en matière d'éthique. Il y a le prêtre, c'est celui qui dit ce qu'il faut faire, qui dit la morale. Il y a le prophète, qui dit que tout va mal, et voilà ce qu'il faudrait faire. Et puis, il y a le sage. Donc, si vous êtes en entreprise, je vous recommande fortement d'être sage. Vous devez être sage, vous devez vous coltiner avec la réalité, vous devez trouver les meilleures solutions. Il n'y a pas de solution miracle, mais c'est la sagesse, c'est la responsabilité, c'est la bienveillance que vous allez porter sur vos collaborateurs qui feront que vous trouverez dans votre entreprise, dans votre vie professionnelle, l'éthique auquel j'aspirais, moi, quand j'étais jeune, qui me faisait peur. Et donc, on peut tout à fait la trouver. On peut très bien vivre sa vie en entreprise. On peut apporter beaucoup à la société. Et à condition d'être sage, je crois qu'on peut faire tout à fait correctement les choses. Donc, mon conseil, soyez sage. Merci. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Maigre pour cette très belle conférence. Alors maintenant, on va passer par quelques questions préparées par les membres d'Isegoria, puis après nous passerons aux questions du public. Alors, tout d'abord, une première question. Pour vous, à votre avis, mieux vaut-il entreprendre dans un domaine qui nous intéresse ou dans n'importe lequel ? Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'entrepreneuriat, est-ce que ça peut être une fin en soi ? Alors moi, dans mon groupe, on reçoit on a 80 filiales avec des gérants. Et alors je ne fais plus les entretiens, mais quand je les faisais, la première chose que je posais aux gens qui cherchaient, je voyais beaucoup de gens en reconversion qui se posaient la question de leur avenir. Et mon questionnement visait à essayer de voir ce qu'ils avaient envie de faire au fond. Je leur disais, mais pétez un peu les plombs, mais vraiment, qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Donc si c'est pour être chef d'entreprise, c'est dur. Il faut porter beaucoup de choses. Il faut faire face aux banquiers, il faut faire face aux salariés, il faut aller chercher des clients. Donc, mais faites ce que vous avez envie de faire. Sinon, vous n'y arriverez pas. Vous ne trouverez pas la motivation. Donc je pense que même pour vous, dans votre engagement, dans votre vie professionnelle, partez de ce que vous aimez. Ne soyez pas raisonnable en disant il faut gagner de l'argent, il faut que je fasse ma vie professionnelle, je vais faire un truc sérieux, je vais rentrer, voilà. Non, partez de ce que vous aimez et puis après on construit à partir de ça. Alors, évidemment, tout n'est pas possible, mais il faut toujours partir de ce qu'on aime pour arriver à trouver la bonne motivation et être le meilleur. Très bien, merci Monsieur Maigre. Ma question, je dirais, porte à peu près sur un ordre d'idées assez similaire. Dans votre ouvrage, vous valorisez assez énormément, je dirais, la notion de projet que, par exemple, vous préférez à la notion, on va dire, dans le cadre des contrats de travail. Vous considérez que porter un projet, effectivement, c'est quelque chose qui a un sens, qui est porteur de valeur. Et au fond, l'entrepreneuriat, je dirais, peut-il être le sens de toute une vie ? Au fond, comment insuffler l'esprit d'entreprise, je dirais, à chacun ? Alors, je préfère insuffler l'esprit d'entreprise que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. C'est pas grave si vous n'êtes pas entrepreneur. On peut raisonner en entrepreneur, par contre. Si vous appartenez à une équipe avec un entrepreneur qui a une vision des choses et qui a une bonne stratégie, c'est parfait. Il n'y a pas besoin d'être tous... D'abord, on ne peut pas tous être entrepreneurs. Alors, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus d'entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que dans notre société industrielle, quand on avait
on avait un entrepreneur, il créait dans la sidérurgie, par exemple, il avait créé 20 000 emplois, 50 000 emplois. Et donc, on avait quelques entrepreneurs qui arrivaient à assurer la richesse de la société, les transferts sociaux grâce à ça, etc. Et maintenant, on est dans une société où l'entrepreneur, c'est plus difficile de créer 20 000 emplois. Donc, il faut, dans notre société, il faut plus d'entrepreneurs, c'est certain. Donc, je sais que c'est à la mode dans les écoles de commerce. On a besoin de beaucoup plus de gens qui soient porteurs de projets, qui soient entrepreneurs, parce que tout simplement, on crée moins d'emplois par entreprise. Donc, il n'y a qu'une solution pour s'en sortir, c'est d'avoir plus de gens qui innovent. Et on a des sociétés qui marchent très bien, qui arrivent tout à fait à avoir le plein emploi avec ça. Donc on a besoin d'entrepreneurs. On peut être dans une équipe avec des entrepreneurs, c'est parfait. Mais cet esprit d'entreprise, c'est-à-dire c'est un esprit, je dirais, quand on est entrepreneur, il faut se coltiner avec l'incertitude. C'est dur, on ne sait pas où on va. Il y a beaucoup de charges, il y a beaucoup de responsabilités. Donc il faut avoir du courage. Il faut se lancer, et assumer, et tout le monde n'est pas capable de le faire, c'est certain. Nous sommes ici donc, dans une école de commerce, Audencia, et nous sommes appelés à être les managers de demain. Quels conseils pourriez-vous donner à ces managers de demain? C'est un peu ce que j'ai dit en conclusion, je crois qu'il faut être bienveillant. Il faut arrêter l'entreprise hiérarchique, avec le nombre de boîtes, avec des petits chefs, etc., qui polluent l'atmosphère, c'est ridicule. Donc, soyez bienveillants, faites confiance à vos collaborateurs, aidez-les à grandir, donnez-leur la liberté, mais vous les aidez. C'est un peu, on travaille dans nos crèches, on applique beaucoup la méthode Montessori, on est en train de lancer des petites écoles Montessori. C'est vraiment le principe de base, c'est on fait confiance à l'enfant, il a les compétences, on va le permettre, c'est tout simple. Il faut porter un regard bienveillant sur les autres et arrêter de se la jouer en petit chef, etc. Donc vraiment, le conseil du manager, c'est d'écouter les gens et faire en sorte que vous tiriez le mieux de... C'est pas toujours facile. Moi, par exemple, cette semaine, j'ai une personne à que j'ai mis à un poste. Elle était toute enthousiaste et puis je m'aperçois que ça va pas. Donc, qu'est-ce que je fais? Je l'engueule. Je lui dis tu fais pas bien ton boulot, ou je l'écoute, je l'encourage et j'essaye de lui trouver une autre place. Voilà, donc moi ma philosophie c'est ça. Donc quand les gens ne sont pas tout à fait à leur place, tout le monde n'est pas fait pour tous les postes, c'est essayer de voir dans l'entreprise où je peux mieux les mettre pour que les gens s'épanouissent. Et franchement c'est génial. Je pense qu'on a une bonne équipe, une bonne ambiance. Travailler dans une équipe avec une bonne ambiance, c'est formidable. Donc ça vous donne du sens. Vous êtes content d'aller travailler le matin. J'espère que mes salariés sont contents d'aller travailler dans ma boîte, je le crois. Mais il faut avoir ce regard-là. C'est tout ça. Moi, j'ai jamais lu de cours de management. J'y connais rien. Mais voilà, je ne sais pas les théories qui circulent. Mais à mon avis, soyez bienveillants. C'est simple et ça marche. Très bien, merci. Et du coup, pour synthétiser, vous parliez également, si on veut retenir, je dirais pas uniquement le manager, enfin pas le manager, mais pour l'entrepreneur, une qualité. Vous parliez du courage, vous parliez de bienveillance. S'il y en avait une qui peut-être était plus primordiale dans vraiment l'esprit, je dirais, d'un entrepreneur. Alors moi, je crois que quand on écoute les entrepreneurs, souvent, ils ont une vision. Ils ont envie de transformer les choses. Alors, il faut gagner de l'argent. Si la société ne gagne pas d'argent, on ne peut pas se développer, on ne peut pas investir. Le banquier ne veut pas vous financer vos projets, ça ne marche pas. Il faut absolument gagner de l'argent. C'est une très bonne sanction de notre activité. S'il n'y a pas d'argent gagné, s'il n'y a pas de profit, dégagé, on ne peut pas y arriver. Donc il faut gagner de l'argent. Mais je ne pense pas, enfin moi personnellement, mais j'entends souvent les entrepreneurs, ce qui me frappe, c'est qu'ils ont envie de développer, ils sont animés par un désir de créer quelque chose de nouveau. Donc voilà, il faut avoir une vision. Je crois qu'un bon entrepreneur, un bon manager, il a une vision de ce qu'il veut faire. Il a une vision, il faut que ça soit la bonne, il peut se tromper. Il faut qu'il ait une vision et à partir de cette vision, il va construire, il va entraîner son équipe. Donc je crois avoir une vision, c'est essentiel. Alors, y avoir une vision sur un marché réaliste, bien sûr, mais si on n'a pas de vision en tant qu'entrepreneur, je ne vois pas très bien où on peut aller. Non, un entrepreneur, c'est un homme de projet qui voit l'avenir pour ses produits, pour ses services, et qui emmène son équipe dans cette direction. Merci.
En France, dans le contexte actuel, économique actuel, qui est un petit peu difficile, comme toutes les 5 années, nous avons à choisir un nouveau chef de l'État, un nouvel homme qui nous apportera sa vision, comme vous disiez. Et du coup, quel serait votre candidat pour 2017 ? Alors moi j'hésite entre Macron et Fillon, pour être tout à fait honnête. Voilà, mais je me trompe. Hein. Chaque fois que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup Raymond Barre. Il n'a jamais été très loin. Non, franchement, moi, j'ai envie de dire, il faut être plus sévère avec les hommes politiques. Il ne faut pas accepter d'entrer dans le jeu. Il faut d'abord vous cultiver sur l'économie. Il faut comprendre. Il faut avoir la passion de comprendre ce qui se passe. Personne ne comprend rien en économie. Tout le monde discute. Ce sont des injonctions morales. C'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'on retrouve derrière les débats politiques. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à s'entendre ? Parce que derrière il y a toujours des visions morales qui sont tout à fait louables. Ça veut dire qu'en fait les gens sont mus par leur éthique. Qu'on soit de gauche, de droite, il y a toujours les libéraux. C'est la liberté. Ils tiennent à la liberté. Donc les gens de gauche vont considérer qu'effectivement il y a une souffrance dans le peuple et qu'il faut aider. Donc il y a toujours des visions morales, quel que soit le bord. Mais ça ne suffit pas. Il faut arriver à se dégager de ça. Moi je crois que l'économie c'est une science et qu'il faut vraiment réfléchir à comment ça fonctionne, qu'est-ce qui est bon, etc. Et sortir du pathos. Moi ça m'énerve. Le pathos en politique m'énerve. Donc il faut sortir de ça parce que c'est des pièges. Donc chaque élection, voilà, on va tomber dans le pathos. L'ennemi c'est la finance, etc. Et puis on s'aperçoit que finalement, non. Mais si on réfléchit bien à la finance, est-ce qu'il y a un secteur économique qui peut tenir s'il ne sert à rien dans la société ? C'est complètement invraisemblable de dire ça. Donc voilà, il faut éviter de tomber dans le pathos, il faut rationaliser et on doit tous faire des efforts pour comprendre ce qui se passe. Très bien, merci. Et du coup, puisqu'on parlait de projets, et vous évoquez effectivement les projets politiques qui doivent se construire à long terme sur une véritable vision de la société et de l'économie, on évoque souvent, précisément dans les débats actuels, la notion, pourquoi pas, d'ubérisation de la société. On sent effectivement que la notion d'entrepreneuriat revient vraiment sur le devant de la scène. Mais au fond, peut-on être certain que l'entrepreneuriat est un modèle, je dirais, modèle d'avenir à soutenir ? C'est ce que je vous disais. On est dans un monde où la création d'emplois passe par des initiatives et il en faut plus. Donc c'est sûr qu'il faut plus d'entrepreneurs dans notre société. Il faut plus de gens bien formés, il faut plus de gens innovants. Et heureusement, on voit que les chiffres sur la création d'entreprises, alors je sais qu'il y a les statistiques du micro-entrepreneur qui ne sont pas forcément des entrepreneurs destinés à se développer, qui cachent un peu, qui gomment un peu les chiffres. Mais l'ensemble, quand même, les Français sont plus innovants. Et grâce à des écoles comme vous, je ne sais pas s'il y a 20 ans, il y avait une chaire de l'entrepreneuriat. Je sais pas si je pense que c'est quand même assez nouveau dans la société. Il y a ce désir et c'est bien. Moi, ce que je voudrais dire, c'est ce que je développe un peu dans mon bouquin. Je crois à la raison en politique, je crois à l'analyse des choses, à la raison critique et non pas au pathos. Mais je crois aussi à l'harmonie. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de dire, c'est ce que j'ai essayé de dire, on ne peut pas se contenter de dire, ouais, l'entreprise c'est formidable, mais oui, il y a des gens qui sont sur le carreau à côté. Donc je pense qu'on doit avoir le souci de l'harmonie sociale. C'est quelque chose qui manque. Vous voyez par exemple sur le débat sur la loi El Khomri, sur la flexibilité, donc moi je crois beaucoup à ça, mais je pense qu'il a tout à fait manqué dans le débat. Quand on est en entreprise, vous proposez quelque chose à quelqu'un, vous lui demandez des efforts, il y a une contrepartie. Donc je n'ai pas entendu de contrepartie pour les salariés. La contrepartie, ça aurait été des assédiques plus élevés, ça aurait été une protection, je dirais, plus longue. Je pense que ça a beaucoup monté. Ça m'a beaucoup étonné d'un gouvernement de gauche de ne pas faire ça. Donc je crois que quand on met en avant des propositions économiques, on doit aussi penser à l'harmonie sociale, on doit penser à l'autre versant. Je pense qu'on ne le fait pas assez. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît essentiel. Je ne vois pas n'importe quelle équipe humaine, si on demande des efforts à quelqu'un, il y a des contreparties. Donc c'est une règle fondamentale, ça doit fonctionner partout comme ça. Je ne le vois pas, c'est dommage.
Merci beaucoup, Monsieur Maigre. Je pense que maintenant, nous allons pouvoir passer aux questions de la salle. Alors, si quelqu'un a une question, qu'il lève le bras et on vous donnera un micro. Voilà. Bonjour Monsieur Maigre. Bonjour. J'ai noté deux choses que vous venez de dire. La première, c'est je crois à la raison critique. Et la deuxième, surtout, l'économie est une science. En ce moment, il y a un gros débat à Paris autour du dernier livre de Cahuc et Zilberberg, Ouais. Négationnisme économique, comment s'en débarrasser. Mais voilà, je sors un peu du contexte de l'entreprise. Qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de l'économiste dans le débat? Elle est très importante. Il faut, enfin, franchement, je pense qu'on a un déficit de compréhension de l'économie en France, qui n'existe pas quand vous parlez avec des Anglais, avec des Anglo-Saxons. Enfin, on n'a pas du tout la même compréhension de l'économie. Donc nous, on est sur des grands schémas, sur du pathos, sur des grandes idéologies, et je crois qu'on ne comprend pas grand-chose. Donc je crois que les économistes ont un rôle fondamental. Ben, ça progresse, c'est difficile, c'est ce que je disais tout à l'heure. Derrière les questions économiques, il y a toujours des questions de morale. En réalité, on défend un point de vue moral à travers une politique économique. Donc c'est compliqué parce que c'est une science économique, mais en même temps qui est alimentée en permanence par un désir éthique, par un désir moral. Et ça brouille les choses. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas progresser sur la compréhension des mécanismes économiques. Il y a beaucoup, justement, ce bouquin, Le négationnisme économique que vous évoquiez, je ne sais pas si vous l'avez lu. Donc, alors, il expose un certain nombre d'expériences, c'est très expérimental, il y a peu de raisonnement, c'est très surexpérimental, mais on peut avancer comme ça, oui. Et notamment, vous voyez, dans les politiques, donc quand il y a une nouvelle loi qui sort, moi, dans mon métier, par exemple, dans le service à la personne, donc on a fait une loi sur le vieillissement en début d'année. Il y a des expériences qui ont été faites, mais rien n'a été réellement évalué. Ça n'a pas été débattu. Donc on a changé les règles de la loi, mais quand on change les règles de la loi, qu'on expérimente très bien, qu'on évalue, c'est au Parlement de faire en sorte qu'il y ait des vraies évaluations, et à partir de ces évaluations, on dit c'est bien ou c'est pas bien. Donc ça manque complètement. On est toujours dans le lobbying, le monde associatif va créer une association, les sidérurgistes, les industriels vont monter un truc pour défendre leurs intérêts. Mais il faut arrêter ça. Il faut se poser des questions autrement, de façon intelligente. Les économistes ont un rôle fondamental. Question suivante. Pas le chemin le plus facile. Bonsoir, Monsieur Maigre. Bonsoir. Je vous ai beaucoup entendu parler de création de richesse, création de valeur. Ouais. Je ne vous ai pas du tout entendu parler de redistribution de richesse. Et ça pose aujourd'hui une question qui a été, un point qui a été pointé par l'économiste Thomas Piketty, qui est l'accumulation de richesse chez les 1% les plus riches. D'accord ? La question, elle est plus vaste puisqu'elle pose aussi la question de la place de l'État. L'État a-t-il les moyens d'offrir la contrepartie dont vous parliez tout à l'heure quand on demande plus de flexibilité aux employés et à l'inverse, on leur offre une contrepartie d'une plus grande protection. Elle est aujourd'hui assurée par l'État. Donc la question est simple. Quelle est l'éthique de l'entrepreneur, ou quelle devrait être l'éthique de l'entrepreneur par rapport à la redistribution des richesses qu'il crée ? Alors, j'ai lu des chiffres qui m'ont intéressé sur le CICE. Vous savez, c'est une baisse de charge. Enfin, c'est un peu compliqué, c'est une baisse de charge qui est calculée en fin d'année sur la masse salariale et qui se déduit des impôts. Alors, c'est entre une défiscalisation et une baisse de charge. Et il y a eu un grand débat pour savoir si il fallait aller jusqu'à 2,3 fois le SMIC ou 3,5 fois le SMIC. 3,5 fois, c'était les industriels, parce qu'ils y avaient intérêt, parce qu'ils ont des ingénieurs, etc. Finalement, on est parti sur 2,3. Il y a des expériences qui ont été faites justement sur 3,5. On s'est aperçu que finalement, les salaires, on a baissé les charges
jusqu'à 3,5 et on s'est aperçu que les salaires augmentaient. Ça veut dire que le chef d'entreprise, quand il a moins de charges sur ses salaires, eh bien finalement, il paye plus ses salariés. Donc, on a analysé ça m'a beaucoup intéressé de voir que, donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'un chef d'entreprise paye mieux ses salariés? Parce qu'il gagne plus d'argent. Si vous êtes petit artisan, si vous avez peu de valeur ajoutée sur votre structure, les salaires vont rester bas. Mais si vous êtes dans une entreprise qui gagne bien sa vie, on sait très bien que les cadres des grosses sociétés sont bien payés. On sait très bien que dans les grosses sociétés, les gens sont mieux payés que dans les petites sociétés. Plus la société, chez Google, on est très bien payé. Donc plus la société dégage de la valeur, alors soit elle le fait parce qu'elle a un produit qui est hautement valorisant et elle dégage beaucoup de richesse et elle va bien payer ses salariés. Si la société donc fait des économies par le jeu du CICE, eh ben, elle va mieux payer ses salariés aussi. Alors, donc il y a des mécanismes de ce type-là, mais moi je crois, enfin c'était pour ma réflexion sur l'exploitation de l'homme par l'homme, etc. Moi, en tant que chef d'entreprise, moi je suis ravi si mes salariés peuvent mieux gagner leur vie. Donc, enfin, je comprends, le chef d'entreprise veut que... Mais si le salarié gagne mieux sa vie, c'est qu'on a fait une bonne prestation et c'est qu'on a une entreprise qui marche bien. Donc on ne cherche que ça. Donc et d'ailleurs, on le voit, c'est un phénomène qui se voit. Plus l'entreprise gagne d'argent, plus les gens sont payés. Donc voilà, il n'y a pas cette idée que le chef d'entreprise va prendre la valeur du travail pour la prendre pour lui. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin d'avoir des équipes motivées pour se développer et pour créer de la richesse. La richesse, on ne va pas la prendre sur le dos des salariés. On va la prendre parce qu'on a un produit qui est innovant. Et pour avoir un produit qui est innovant, qui se passe bien, on a besoin de gens, on a besoin d'hommes. Et donc notre intérêt, c'est de bien les payer. Donc c'est ça ma responsabilité éthique de chef d'entreprise. Moi, j'ai envie de bien payer mes salariés. Je me permets de rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, parce que c'est que je me suis permis de lire cet été Économie du bien commun de Jean Tirole, oui, dans lequel il propose, pour justement permettre plus pour lutter contre les problèmes du système actuel sur le chômage, de responsabiliser les chefs d'entreprise via le chômage, en fait, en faisant payer par le chef d'entreprise les allocations chômage et en supprimant les interdictions de licencier. Est-ce que vous pensez que ce genre de mesure va dans le bon sens? Alors, les interdictions de licencier, je ne crois pas. Non, il ne va pas jusque-là. Mais non, mais alors là, moi, je suis pas d'accord. Je l'ai lu aussi. Je pense qu'ils se trompent. Donc, les chefs d'entreprise, nous, dans notre métier, on passe notre temps à recruter. Quand il y a un salarié qui s'en va, c'est galère. Donc, je ne vois pas cette idée. Je veux bien comprendre qu'il y ait des débordements, mais si vous voulez, il faut arrêter de faire la loi pour les 5% ou 10% qui vont mettre les salariés dehors. Mais encore une fois, le rôle d'une machine, d'une entreprise, c'est de se développer, c'est d'embaucher, c'est de garder ses salariés. Donc il n'y a discuter avec les chefs d'entreprise, on n'a pas envie de licencier nos salariés. Donc cette idée de dire on va mettre un frein pour que les chefs d'entreprise ne licencient pas, mais je ne sais pas, moi ça ne correspond pas du tout à ce qu'on fait. Je ne vois pas d'où on sort ça. Personne n'a envie de licencier ses salariés. Alors quand les choses vont mal, quand l'entreprise ne gagne plus d'argent, n'a plus suffisamment de valeur ajoutée et qu'il faut s'adapter, oui, il faut licencier. Et donc, il faut nous laisser de la flexibilité pour se redresser. On en a besoin, mais c'est toujours contraint que l'on fait ça. Il y avait un régime de licenciement, alors ça m'étonne un peu ce que vous dites, je ne pense pas qu'il était jusque-là, mais il y avait, donc c'était dans les années Mitterrand, on avait des régimes où il fallait demander des autorisations administratives pour licencier. Ah ouais, c'est à partir de cette époque que le chômage a démarré. Donc ça ne sert à rien. Et encore une fois, ça participe de la vision négative qui est extrêmement prégnante. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, il est là pour gagner de l'argent sur tous ses salariés, il n'en a rien à foutre, et à la première occasion, il va les mettre dehors. Ok, moi je ne me sens pas du tout cette image, c'est une représentation mentale qui ne correspond pas du tout à ce que je vis. Pas du tout. Donc je ne vois pas à quoi ça sert. Une question suivante, oui. Je crois qu'il y avait juste le jeune homme juste avant. On va faire dans l'ordre des questions. Et puis...
Une vraie course de relais. Hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je pars plus sur le terrain un peu environnemental. Donc il y a pas mal de théories, je pense au rapport Meadows par exemple, qui disent qu'un jour on va peut-être devoir, je sais pas, faire moins, arrêter ce fonctionnement de toujours plus de croissance, création de richesse, etc. Alors, je ne sais pas comment ça va... Enfin, le débat, il n'est pas vraiment sur les réalisations économiques, mais plus, justement, vous parliez du coup des valeurs, du fait que en fait, la création de richesse, c'est bien, voilà, si j'ai bien compris, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui fait le lien dans la société, que c'est moral. Est-ce que du coup on pourrait avoir une sorte de perte justement de ce lien social si on en arrive à une société qui fonctionne plus sur un système de croissance? Je sais pas si c'est clair. Oui, si vous n'avez plus de croissance, il n'y a plus d'argent pour payer les médecins, il y a moins d'argent pour mettre les enfants à l'école, c'est ça que vous voulez? Vous voulez que les gens qui n'ont pas accès au système médical, qui ne peuvent pas se payer un dentiste, parce que voilà, on va bloquer la croissance parce qu'on arrive à faire des prothèses moins chères avec des... C'est ça que vous voulez? La croissance, c'est ce que je vous ai dit, c'est la diminution des coûts. C'est par la croissance qu'on peut dépolluer notre planète. C'est par la croissance, c'est parce qu'on va moins polluer, on va faire moins cher. Alors bien sûr qu'il y a une croissance industrielle, d'accord, qui a pollué, qui a ravagé les sacs en plastique, etc. Enfin, bien sûr. Mais se dire qu'en faisant marche arrière, donc on va arrêter la croissance et on va régler les problèmes, ok, on en reste là, il n'y a plus de croissance, qu'est-ce qui se passe? Vous avez plein de gens qui vivent dans la difficulté. Parce que vous avez une vision, d'abord, il y a dans les esprits une vision très négative. Toute la journée, on vous bassine que ça va mal. Moi, je dis non, ça va bien. On est dans une société qui est riche. Vous avez de la chance. Regardez vos grands-parents, regardez votre famille. Est-ce qu'ils avaient les moyens de se payer des études comme vous le faites? La société ne va pas si mal que ça. Arrêtons de toujours tout voir en noir. Et donc, on a la possibilité, par la croissance, de résoudre les problèmes. Alors maintenant, il y a des dérives. Maintenant, on peut produire en faisant n'importe quoi. On peut produire en polluant. Eh bien, on régule, c'est tout. Ce n'est pas impossible. On fait attention et on sanctionne. Si on fait n'importe quoi, on sanctionne et on régule. On n'est pas dans la loi. Quand on parle de marché, c'est le marché, il n'y a plus que le marché. Mais non. Dès que vous allez rentrer dans le monde de l'économie, vous allez voir que tout est régulé, que vous ne pouvez pas faire quelque chose sans respecter un décret, une autorisation, etc. Vous avez une fausse idée de l'économie. Moi, je passe mon temps à demander des autorisations. Tout est régulé. Donc il n'y a pas un marché complètement qui disjoncle, qui fait n'importe quoi. On est dans un monde qui est régulé. Et notre tâche, dans un monde mondialisé, il n'est pas assez régulé. Donc l'OMC n'est pas assez puissante. Le monde, et c'est notre tâche. C'est à nous, c'est à vous, c'est à votre génération de faire en sorte que ce monde ouvert soit plus régulé. Mais ce n'est pas parce qu'il dysfonctionne qu'il faut le mettre à la poubelle. Oui, il dysfonctionne. Et notre rôle, c'est, je dirais, notre tâche éthique, c'est en permanence de régler les dysfonctionnements. Oui, il n'y a pas de société rose, c'est de l'utopie, il n'y a pas d'idéal. Les sociétés sont toujours en déséquilibre, il faut toujours faire un effort, il faut toujours se battre pour que ça marche mieux. Mais ce n'est pas parce qu'on va arrêter de se mettre, c'est le mythe du bon sauvage, c'est pas parce qu'on va se mettre à la campagne en élevant des chèvres que le monde va aller mieux. Non, il ne va pas aller mieux. Et c'est satisfaisant de faire en sorte qu'on travaille dans des entreprises qui améliorent les choses. Alors bien sûr, il y a Monsanto, bien sûr, il y a des choses inadmissibles, eh bien on les corrige. Et on réagit pour les corriger. Mais on ne met pas... Donc si vous voulez, les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ça ne va pas, voilà, c'est Alstom, etc. Allez, tout le monde à la poubelle. Il n'y a plus rien ne marche. Tout est catastrophique. C'est le grand blues.
Bon, alors il faut un peu arrêter ça. Hein. Vous êtes jeune, il faut être confiant dans l'avenir. Vous avez toute la vie devant vous, c'est génial. Vous pouvez faire plein de trucs. Arrêtez de pleurer. Merci beaucoup pour cette réponse. On va passer à la question suivante. Oui, à droite. Oui, c'est vrai, je partage votre avis que la France, c'est un pays riche et quand on voyage en sortant des autoroutes, on voit le dynamisme en France. Déjà, comment c'est un pays qui est bien entretenu grâce à l'agriculture et également tout le développement qu'il y a au niveau des entreprises et des infrastructures, notamment des infrastructures routières aussi. Mais moi, je voulais revenir sur la question de la redistribution des richesses et peut-être que vous allez faire le même type de réponse. Moi, je suis ravie d'entendre qu'un chef d'entreprise qui est créateur, fondateur de son entreprise, est ravi de voir l'évolution de économique de ses salariés. Et je trouve cela très rassurant. Et c'est vrai que les chefs d'entreprise qui créent leur entreprise ont souvent le souci du bien-être et du développement économique de leurs propres salariés. Or, il me semble qu'il n'y a pas que des créateurs d'entreprises au niveau du monde du travail. Il y a tout ce qui concerne le service public et il y a également toutes ces entreprises qui sont financées par des actionnaires. Et aujourd'hui, avec les fonds de pension, on peut s'apercevoir que le souci enfin moi, il me semble, hein, c'est ce que je constate, que le souci de la rémunération des salariés n'est pas toujours là, qu'il peut y avoir aussi l'envie de faire des bénéfices ou de pouvoir rémunérer les actionnaires au détriment de choix entre guillemets humains ou de maintenir certaines antennes. Et également, moi je suis aussi témoin d'une grande souffrance au travail dans les deux secteurs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire à la fois le service public pour essayer d'améliorer la rentabilité, mais aussi les entreprises à capital de société anonyme. Je suis moins douée que nos élèves d'ici, parce que je suis moins du secteur, mais je pose quand même ma question et j'espère que vous aurez compris son idée. Merci. Alors, il y a une question qui concerne le service public et les grandes entreprises capitalistes avec des actionnaires. Alors, disons que je pense que, pour ne pas aller dans le sens des chefs d'entreprise, je pense qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience plus forte de l'harmonie nécessaire dans les entreprises. C'est vrai que certains chefs d'entreprise de grosses boîtes du CAC 40 ont des postes, des situations, et c'est un petit peu chacun pour soi. On va prendre la manne, on passe, on est là pendant 5 ans, et finalement on n'a pas de vision. Et vous voyez que les entreprises du CAC 40, on n'a pas assez de visionnaires. Malheureusement, les boîtes du CAC 40 sont vieilles, aucune n'a réellement réussi. Donc on manque de visionnaires à la tête des entreprises du CAC 40. On manque de gens qui aient l'esprit d'équipe, l'esprit de projet. Alors maintenant, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur les actionnaires. Excusez-moi, c'est un peu la tarte à la crème. L'actionnaire capitaliste, voilà. Bon, ok. Non, mais les fonds de pension, ok. Donc est-ce que je peux vous faire remarquer qu'à cause des syndicats en France, on n'a jamais voulu avoir de retraite par capitalisation. Donc il n'y a pas de fonds de pension en France. Donc les grosses entreprises françaises se sont fait racheter à 40% par le CAC 40, par les fonds américains. Donc nos boîtes du CAC 40, elles sont très belles, mais tout l'argent part pour financer les retraites du CAC 40. Donc si on avait été un petit peu moins idéologique avec les histoires de capitalisation, si on avait eu moins cette approche des méchants riches, on aurait permis d'avoir de la répartition, très bien, il faut un mix, mais on aurait permis aussi d'avoir de la capitalisation et de faire en sorte que nos grandes entreprises aient de l'argent avec des actionnaires, je dis des actionnaires avec vous les Français, et donc c'est pas ce qui s'est passé. Donc les actionnaires, maintenant du CAC 40, vous avez certainement, madame, de l'argent sur un compte, sur un livret A, sur peut-être, bon, peut-être pas vous, il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais il y a des gens qui ont de l'argent un petit peu d'argent sur des titres. C'est géré par qui? Par des fonds de pension? Par des banques? Qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent de trouver la plus de rentabilité. Parce que vous, madame, quand vous allez voir votre banquier au guichet, vous ne voulez pas du 1%, vous ne voulez pas du 0,5%, vous voulez du 2%. Donc, vous voyez, vous êtes en train de fantasmer sur les actionnaires et les fonds de pension. Les fonds de pension, ils gèrent l'argent du public, des citoyens américains. Malheureusement, pas des citoyens français parce qu'on n'a pas voulu. Donc on a laissé l'argent partir de l'autre côté.
Donc les fonds de pension, ils gèrent l'argent au mieux. Et ils font en sorte que l'argent soit bien placé. Et si l'argent est bien placé, on fait des économies, la société s'enrichit et tout le monde en profite. Est-ce que vous croyez que c'est mieux quand l'argent public du Crédit Lyonnais, on va foutre 40 milliards sur des opérations avec l'argent de l'État et on a tout perdu? Vous avez vu Areva, tout l'argent qu'on a mis? Ce n'est pas des fonds de pension, on n'a pas fait attention à l'argent public, tout est parti. Donc, les actionnaires, ils font attention à votre argent, madame. Donc, ils font attention où ils placent l'argent. Ils limitent les risques. Et c'est comme ça qu'on optimise, je dirais, nos entreprises. Alors, je ne suis pas du tout pour ce discours sur les méchants actionnaires du CAC 40 qui détruisent l'économie. Moi, je vois plutôt les choses de façon différente. On n'en a pas assez. Malheureusement, on a loupé le coche en France. On n'a pas voulu faire de fonds de pension et du coup, l'État n'a pas de moyens. Donc, on met un peu d'argent dans Alstom, dans Areva, etc. avec nos impôts. Mais de toute façon, comme il n'y a pas assez d'impôts, c'est avec l'endettement des jeunes. Donc, on fait du déficit. Voilà, on n'a pas d'argent pour financer les entreprises françaises. Donc, voilà, je ne partage pas ça. Maintenant, le souci de l'harmonie sociale dans les entreprises, eh bien, je pense que les chefs d'entreprise doivent se réveiller. Ils doivent être exemplaires. Et moi, si vous voulez, je suis un petit chef d'entreprise. Quand je vois qu'un patron, effectivement, va se payer très lourdement, donc va casser le tissu social de son entreprise, qu'est-ce que pense tout le monde? Le petit salarié qui vient travailler dans mon groupe, il se dit, tiens, je vais me mettre au prud'homme, il y en a marre de ses patrons, je vais le faire cracher au bassinet. Et tout le monde est comme ça. Donc tout le monde essaye de prendre le maximum de ce qu'il peut prendre en fonction de sa situation. Et ça ne fait pas une société heureuse, ça ne fait pas une société qui marche bien. Alors je suis d'accord avec vous, c'est au patron de montrer l'exemple. Donc vous savez qu'en Suisse, il y a la société suisse qui est très riche, qui croule sous l'argent, qui a des banques partout. Il y a un patron qui a demandé à ce qu'on limite les rémunérations des autres patrons. Je trouve ça très bien. Donc il faut prendre conscience dans les conseils d'administration. La mode... Je sais très bien le discours. La mode, c'est qu'effectivement, les patrons sont bien payés parce que c'est comme ça, les anglo-saxons, c'est le marché. J'y crois pas un instant. Ce n'est pas le marché. C'est, je dirais, entre nous, c'est une caste. On essaye de prendre le maximum de ce qu'on peut prendre. Je suis d'accord avec vous, ce n'est pas normal. Et ça a un effet dévastateur sur la société, sur tous les petits entrepreneurs. Voilà, ce n'est pas bon du tout. Alors, je voudrais dire 2 mots aussi sur la fonction publique. Vous êtes dans la fonction publique, vous êtes malheureuse. Mais vous me dites que c'est difficile, etc. J'entends souvent ça, il y a un manque de motivation, etc. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai des relations extrêmement difficiles avec la fonction publique qui vient me contrôler, me demander des autorisations en permanence. Donc, effectivement, au bout d'un moment, il y a un antagonisme qui naît. Je pense que les gens de la fonction publique sont absolument nécessaires. On a une société française qui est bien organisée, avec une fonction publique, avec des gens bien formés. On en a absolument besoin. Je n'ai pas du tout un discours libéral en disant qu'il faut tout foutre par terre, on n'a pas besoin de fonction publique. Mais on a besoin d'une fonction publique performante et une fonction publique qui change sa mentalité. Je n'ai, dans ma vie professionnelle, jamais, madame, jamais vu un fonctionnaire qui soit venu pour m'aider. Jamais. Donc j'aimerais bien, quand je monte un projet, etc., d'avoir quelqu'un qui vienne me dire pourquoi est-ce que dans la fonction publique, on n'est pas au service d'entreprise? Pourquoi on ne peut pas dialoguer? Pourquoi? Donc je vois des gens qui arrivent, j'ai des inspecteurs du travail dans toutes mes boîtes qui arrivent, qui font des contrôles, etc., et qui ne connaissent pas la loi, qui me sortent des textes différents. On est toujours en bagarre. C'est toujours la bagarre. Moi, j'en ai marre de la bagarre. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir des gens qui disent on est à votre service, on va travailler ensemble? Les chefs d'entreprise ne demandent que ça. Mais simplement, vous voyez, ça rejoint le thème que j'ai développé. Si, dans la fonction publique, on considère qu'il y a le méchant marché, les méchants capitalistes, que l'intérêt général est dans la fonction publique et l'intérêt privé dans le marché, on est là pour s'enrichir, ça ne peut pas marcher. Et je peux vous dire que ça, je fais des crèches privées. Je le vois tous les jours. Je suis en bisbille. Tous les jours, on me met des bâtons dans les roues parce que je suis une crèche privée. Je vais gagner de l'argent sur le dos des enfants. Et donc, c'est la guerre. Moi, je le vis. Je suis dans des métiers où on est à la frontière entre le public et le privé. Eh bien, moi, je demande qu'une chose, c'est qu'on ait des gens qui viennent nous aider, avec qui on travaille. Mais vous voyez, on n'arrive pas à le faire
parce que vous avez, dans votre représentation mentale, vous avez une vision de l'économie qui est extrêmement négative. Parce que, voilà, donc tant qu'on ne se détache pas de cette vision-là, on ne peut pas aller vers l'autre pour commencer à dialoguer. Moi, c'est ce que je constate sur le terrain. Une question suivante, oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Ce seront plus des remarques que des questions. La première, juste pour votre information, j'entends parler du CAC 40 ou de fonds de pension. Moi, je suis le patron d'une des plus grandes entreprises de France, puisque nous sommes 20 personnes, ce qui veut dire que 95% des entreprises françaises sont plus petites. Ça, on a souvent tendance un petit peu à l'oublier. Le deuxième point, c'est que les patrons d'entreprise ont deux torts principaux. Le premier, c'est de recruter des gens et donc de les exploiter. Le deuxième, c'est d'arrêter de les recruter, donc de les jeter à la rue. Dans les deux cas, on est très mal. Enfin, pour terminer, pour moi, l'éthique numéro 1 d'une entreprise, d'abord, une entreprise, ça n'existe pas, ça existe parce qu'il y a des clients. Et s'il y a des clients qui sont prêts à payer, ça veut dire que déjà, en soi, on est éthique, puisque, je ne parle pas des marchés un petit peu marginaux et illégaux, mais on rend un service, puisque les gens sont prêts à nous donner de l'argent, ce qui correspond à leur travail, en échange de ce que nous, on a fabriqué. Donc, on crée de la valeur. Et notre éthique numéro 1, c'est ça. La création de valeur. Partant de là, le point qui est souvent évoqué, c'est oui, mais elle est répartie comment entre les personnes qui travaillent dans l'entreprise, et puis ceux qui la possèdent, et puis l'État, qui sont pour moi les trois grands morceaux. Bon, ça, c'est du rôle de chaque entrepreneur. Sauf la partie État, il n'a pas trop le choix. Mais de répartir entre l'entreprise que j'assimile à l'entrepreneur et les salariés. Et comme vous le disiez, on ne demande qu'une chose, c'est que les gens soient heureux. Pas forcément que par l'argent d'ailleurs, mais soient heureux de travailler parce qu'ils sont plus productifs, ils sont contents de venir. Et puis quand quelqu'un s'en va, ça coûte une fortune. Donc pour moi, l'éthique, c'est de pouvoir rendre un service qui vaut quelque chose pour celui qui est en face. Alors, pour moi, les entreprises qui ne sont pas éthiques, les seules, ce sont les monopoles. Et malheureusement, ce sont essentiellement des entreprises d'État. Vous évoquiez leur gestion. Merci. Je peux peut-être compléter. Je pense que là, en fait, vous évoquez, en fait, sans le dire, le rôle de la concurrence sur la répartition. Donc, on a besoin de concurrence. Donc, on a besoin de chefs d'entreprise. La concurrence, en fait, ça sert à quoi? Une entreprise développe un marché, elle gagne beaucoup d'argent, elle va mieux payer ses salariés, mais elle va garder la valeur pour elle. Donc l'utilisateur final, le client, effectivement, l'entreprise ne va pas baisser son prix si elle est la seule, si elle est dans une situation monopolistique. Qu'est-ce qui fait que la répartition des richesses se produit? C'est vrai, ce n'est pas l'entrepreneur qui va baisser son prix. Il est content, il gagne de l'argent, il se développe. Il ne va pas baisser son prix, il ne va pas en faire profiter le consommateur. C'est juste la concurrence. Donc la concurrence, on va dire, en quelque sorte, c'est un processus communiste où on va faire diminuer la valeur qui est dans une boîte. Plus il y a de boîtes, plus le prix va baisser, plus le consommateur va en profiter et plus la richesse va se répandre dans la société. Donc la question de la répartition, ce n'est pas uniquement aussi par rapport aux salariés, c'est aussi par rapport au client final. Et quand on est dans des sociétés concurrentielles où les monopoles n'existent pas, eh bien plus de gens en profitent. Merci. Peut-être passer aux deux dernières questions. Vous êtes combien? Levez la main. Les dernières questions. 1, 2, 3, 4, 5. Bon. On va commencer par la droite, puis on verra. Bonjour. On a parlé des relations, donc l'éthique employeur-salarié. On vient de parler de l'éthique avec les clients. Et comment ça se passe avec les fournisseurs? Parce que quand vous dites que créer de la richesse, c'est faire plus avec moins, est-ce que ça passe pas par une pression sur les fournisseurs au niveau des coûts, par exemple? Alors, il y a une notion anglaise, on parle de shareholders pour les actionnaires, on parle de stakeholders pour tous ceux qui participent à la société. Et les fournisseurs en font partie. Effectivement, vous pouvez être chef d'entreprise, et c'est ce que font par exemple les grosses boîtes, on vous paye à 90, 120, 160 jours. Ce n'est pas éthique. Donc je suis d'accord. Donc les fournisseurs, c'est la même chose, la question de monsieur sur l'environnement. Si je pollue, si je détruis l'environnement, ce n'est pas éthique. Donc l'environnement fait partie des stakeholders. Ils ont leur part dans la création. Donc on doit veiller à ce que la création de richesse, je dirais, soit équilibrée et ne détruise pas. Parce que quand vous faites ça, vous détruisez de la valeur.
Vous détruisez de la valeur chez votre fournisseur. Vous détruisez de la valeur dans l'environnement économique. Donc vous ne créez pas réellement de la richesse. Ça me fait penser à une réflexion de Milton Friedman sur le prix Nobel d'économie, je ne sais plus, 96, qui disait finalement l'éthique de l'entreprise, c'est de faire du profit. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça non plus. Je pense que l'éthique d'entreprise, c'est pas... Oui, il faut faire du profit. On est là, il faut dégager des services pour nos clients, mais on doit le faire dans le respect des shareholders, des stakeholders, pardon. On doit le faire. Il faut que les actionnaires soient rémunérés de leurs risques, mais il faut aussi que l'environnement. Donc ces notions qui arrivent à travers la RSE, etc., on doit en prendre conscience et ça fait partie de la création de valeur. Si on produit en détruisant chez les fournisseurs, il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a fait signe malheureusement en régie que ce sera notre dernière question. Alors, qui veut prendre le risque de faire la dernière question? Très bien, merci. Bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà, mon camarade devant a soulevé quelques préoccupations développement durable que vous avez rapidement assimilées à de l'élevage de chèvres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quand même un coût à la création de valeur qui ne se chiffrerait pas en mort, comme dans votre exemple des chasseurs-cueilleurs, mais qui se chiffrerait en emploi délocalisé, en mal-être au travail? Et je ne dis pas que cet indicateur est à jeter à la poubelle, mais qu'on pourrait ne plus mesurer la performance d'une entreprise simplement sur la création de valeur, mais peut-être à côté d'autres indicateurs comme la contribution sociétale. Exactement comme on fait pour les États, par exemple, qu'on a arrêté de juger sur leur PIB depuis des décennies. Donc je vous pose cette question. Oui, alors c'est ce que je disais par rapport à la RSE. Je pense qu'effectivement, on doit tenir compte de l'environnement. Mais fondamentalement, moi, ce que je mets dans le bouquin, je pense que les entrepreneurs sont les Monsieur Jourdain de la RSE. Ils font de la RSE sans le savoir. C'est un peu le cœur de mon discours qui va un peu contre ce que vous dites. Je crois que l'entreprise, par elle-même, en créant de la richesse, en créant de l'activité, apporte à la société. Dans les sociétés où il n'y a pas d'entreprise, qu'est-ce qui se passe? C'est la corruption. La richesse ne vient que par le pouvoir politique. Donc tout le monde est corrompu, tout le monde va chercher son fameux intérêt, n'est pas échangé sur le marché. Il est pris par la captation, par les postes que l'on a. Donc l'entreprise, par elle-même, est un bien, à condition qu'elle respecte son environnement, à condition que la création de valeur qu'elle produit ne détruise pas l'environnement, pas uniquement les chèvres, mais qu'elle ne détruise pas le fournisseur, qu'elle ne gruge pas l'État, que les impôts rentrent. Donc voilà, c'est un tout. On est d'accord, c'est plus complexe. Mais l'entreprise par elle-même est un bien. Il ne faut pas l'assimiler. Oui, bien sûr, il y a des pollutions, bien sûr, mais on doit en tenir compte, c'est certain. Mais voilà, on n'a pas besoin. Je suis assez, moi, le discours de RSE m'énerve un peu parce que justement, moi, je discutais avec un chef d'entreprise qui faisait du gardiennage sur les chantiers. Il me dit, bah oui, c'est formidable, vous faites de l'aide à domicile aux personnes âgées. C'est social, c'est vrai, c'est politiquement correct. Voilà, sauf si les crèches, c'est privé, donc ça c'est moins bien. Mais voilà. Mais en même temps, je lui disais, mais non, s'il n'y avait pas des gens comme vous pour garder les chantiers, ça serait du vol, le chantier ne pourrait pas avancer. Donc vous avez un rôle dans la société. Donc il faut revaloriser ça. Il faut que les esprits comprennent que l'entreprise, si elle produit quelque chose, elle apporte à la société. Alors elle doit le faire dans des conditions propres, je dirais honnêtes, éthiques. Ça, c'est absolument nécessaire, oui. Merci beaucoup, Monsieur Maigre. Donc, ce seront les derniers mots de notre conférence. Je vous rappelle qu'à la sortie se trouve le livre de Monsieur Maigre, donc Plaidoyer pour l'entrepreneur, en vente et dédicacé pour ceux qui le souhaitent. Donc, merci beaucoup à vous d'être venu et merci à vous, Monsieur Maigre, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci également à toute la communication, Alban de Poulpiquet et Marie Béchet pour le trailer et puis la régie et notre compte Twitter. Donc encore merci à eux. Voilà, et je vous invite d'ores et déjà à la prochaine conférence qui aura lieu mi-octobre avec Mathieu Gallet. On aura le temps de se renseigner et tout ça. Allez, bonne soirée.